Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Voici le premier épisode de la série de 6 volets consacrés au 50e numéro. Pour rappel, ce 50e épisode est là comme un épisode de synthèse des différents échanges que j'ai eus au cours de ces dernières années. Dans cet épisode, vous allez entendre 9 personnes échanger autour de la kinésithérapie en général, des grands courants, de son histoire et de sa naissance. J'ai agrémenté chaque intervention d'un commentaire de mon cru pour proposer une sorte de liant entre les différentes interventions. J'espère que vous apprécierez et dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire via un commentaire, un partage ou un like. Merci encore à tous les intervenants de s'être prêtés au jeu. Je vous souhaite une très bonne écoute. Épisode 51, les pionniers. Les pionniers, pourquoi ce titre ? Tout simplement parce qu'il fallait commencer par quelque chose, et quoi de mieux qu'un regard historique, transversal, sur l'apparition et l'évolution de notre métier, notamment dans sa composante française. Vous le verrez, cet épisode tourne beaucoup autour de la spécialité musculo-squelettique. Pourquoi ? Simplement parce que c'est ma spécialité et qu'on se refait pas. Si de tout temps l'être humain a voulu traiter ses comparses, que ce soit via la pharmacologie ou les moyens physiques, la structuration de la médecine et de notre pratique a vraiment commencé à se faire à la fin du 19e siècle. On pourra parler par exemple de la naissance de l'ostéopathie en 1874 ou de la chiropraxie en 1895. Les thérapeutiques de l'époque étaient surtout centrées sur des approches dites de bone setting, de replacement articulaire, de manipulation. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'une réflexion s'organise autour d'un raisonnement clinique qui va chercher à différencier les patterns de patients, les types de patients si vous préférez. Et on verra apparaître des noms comme James Henry Cyriax ou encore James Meynell. C'est dans la seconde moitié du XXe siècle que les grands courants de rééducation apparaissent avec des personnalités comme Geoffrey Maitland, Robin McKenzie ou Brian Mulligan. On les surnomme d'ailleurs les 3 M. Je vous propose d'écouter maintenant 3 intervenants qui sauront vous faire saisir les subtilités entre ces 3 approches. Jean-Philippe Deneville pour Mackenzie, Klaus Bayerlein pour Mulligan et Robert Valentini pour le concept Maitland. Alors, je m'appelle Jean-Philippe Deneville, donc moi je suis kiné. Je pratique en libéral depuis 10 ans maintenant, j'ai demandé en 2008 à l'IFM4 Poitiers. Alors en fait, normalement la méthode Mackenzie, le terme méthode Mackenzie c'est un abus de langage, on ne devrait pas l'utiliser. Parce que très rapidement Mackenzie a voulu se détacher de ça et a baptisé entre guillemets son approche Mechanical Diagnosis and Therapy, diagnostic et thérapie mécanique. Parce qu'on utilise des mouvements pour soigner le patient, donc lui il raisonnait en termes de mécanique, c'est-à-dire que le mouvement, il y a direction et force, c'est deux paramètres mécaniques qui gèrent le mouvement, et donc lui il disait comment on gère des paramètres directionnels et des paramètres de force, donc on fait de la mécanique, donc lui il disait je vais appeler ça thérapie et diagnostic mécanique, diagnostic et thérapie mécanique. Donc Mackenzie, alors le MDT, on va essayer de rester je vais dire, la longue fourche. Disons que les premières observations, c'est fin des années 50 à peu près. Il y a eu la méthode en elle-même, je pense qu'elle est vraiment sortie, la phase, on va dire, peu structurée, ça doit être dans les années 70, je pense, à peu près 70, début des années 80, je pense que c'était là où il y a eu un truc à peu près structuré, comme on peut trouver grosso modo à peu près maintenant. Donc à l'époque, Mackenzie, c'était un kiné néo-zélandais, qui était thérapeute manuel, qui a fait les formations de Cyriax, de Keltenborn, qui était instructeur Keltenborn à l'époque. Il enseignait sur le rachis et son meilleur pote Mulligan enseignait sur les extrémités. Je sais pas s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent ça, mais je savais pas. Mulligan et Mackenzie sont diplômés de la même année en école de kiné et ils ont été à la crèche ensemble et ils habitaient dans la même rue. Donc ils sont potes depuis, ils se connaissent. Potes, je sais pas, parce que c'est des gens avec 2 forts égaux, donc je sais pas s'ils étaient potes, mais ils se connaissent depuis qu'ils sont tout gamins. Et ils ont monté, alors ils faisaient partie des membres fondateurs de la Société néo-zélandaise de thérapie manuelle. Et à l'époque, Mackenzie enseignait sur la colonne et Mulligan enseignait sur les extrémités. Et en fait, Mackenzie était déjà plutôt connu pour traiter les problèmes de dos, de par son statut d'enseignant et de par en fait ses formations qu'il avait pu faire en thérapie manuelle. Et donc il avait déjà une approche relativement spécialisée sur les problèmes de dos et les problèmes de dos persistants.
Et il avait plus ou moins de résultats avec ses patients. Enfin, il y a des patients qui l'amélioraient très bien, des patients qui n'amélioraient pas. Et donc, bref, il était pour l'instant assez satisfait de ses approches. Et il parle d'une anecdote. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé exactement comme ça, ou s'il l'utilise pour la légende, je n'en sais rien. En tout cas, il le présente comme ça. Il explique qu'en fait, un jour, il y a un monsieur qui vient, il ne se rappelle plus de son prénom, donc il l'appelle Monsieur Smith, qui vient pour un problème de sciatalgie avec une douleur qui descend dans le pied et qui est présente depuis quelques temps déjà. Donc Mackenzie met en place ces traitements qui sont essentiellement passifs à base de thérapie manuelle et de tout ce qu'on peut trouver à l'époque, de physioantalgique qui était présente à l'école, qui était présente à l'époque. Et en fait, il avait des résultats plutôt mitigés avec ce patient-là. C'était partie des patients qui n'arrivaient pas forcément trop à améliorer. Et donc, au bout de 2-3 semaines, le patient est toujours au même stade. Et ce patient se pointe pour sa séance hebdomadaire, pour la séance qui était programmée. Et Mackenzie était un peu en retard, il devait être en train de faire des papiers ou de finir avec un patient. Et il lui dit, Monsieur Smith, installez-vous comme d'habitude, j'arrive. Oui. Et le patient précédent était un patient qui avait un problème de membre inférieur, et donc la table était en position semi-allongée, avec le dossier redressé. Et là, Monsieur Smith, pas forcément très malin, se dit, il m'a dit de m'allonger comme d'habitude, je m'allonge comme d'habitude sur le ventre, sur la table. Et il s'allonge en posture d'extension, en fait, avec le dossier relevé. Et donc 5-10 minutes se passent, Mackenzie arrive dans la salle, il voit le patient et il fait « Oh la vache !» Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'extension était complètement prohibée. On n'avait pas le droit de faire d'extension sur les lombalgiques. On pensait que ça impactait les facettes, que ça réduisait les trous de conjugaison, que ça fermait le foramen, on prédisait maintes et maintes mots à l'extension. Et donc, Mackenzie, en étant un bon praticien, était au fait de tous ces trucs-là, et voit le patient dans cette position-là, il fait « Oui, oui, oui ». Et là, le truc, il a ce côté très british, Mackenzie. Si vous pouvez voir des interviews de lui, c'est vraiment sympa. Il a un côté très british, donc j'imagine très bien, plein de flegme, m'a demandé au patient, pouvez-vous descendre de la table, s'il vous plaît, tout en gardant son calme, son sérieux, alors qu'à l'intérieur, c'est le carnage. Et le patient descend, et là, Mackenzie lui demande, comment allez-vous? Et le patient lui répond, écoutez, ma douleur de jambe, je la sens plus. J'ai plus la douleur de jambe, là, j'ai mal dans la fesse, là, mais j'ai plus du tout de douleur de jambe. Donc là, Mackenzie peut répondre, lui fait « Ok, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait faire, je vous renvoie demain. » Et il le renvoie à la maison. Et le patient revient le lendemain, et la douleur n'était pas redescendue dans la jambe, elle était restée en haut. D'accord. Et donc là, il s'est dit « Ok, on me dit de ne pas faire d'extension, mais là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai réussi à faire changer quelque chose chez ce patient-là. Est-ce que c'est lié au hasard? Est-ce qu'il y a vraiment un truc ?» Il a réinstallé le patient dans la même position, et là, pour le coup, il a fait remonter la douleur jusque dans les lombaires. Et en 2-3 sessions comme ça, de posture d'extension, il a réussi à abolir complètement la douleur chez ce patient-là. Les principes, alors, si on peut résumer, généralement quand je fais des présentations pour des médecins ou des gens qui n'ont pas fait la formation, j'utilise souvent 3 mots. Enfin, il y a 3 mots qui sont assez marquants en fait pour la méthode. Il y a classification. En fait, on est dans une logique où on ne traitera pas tout le monde. Tout le monde ne pourra pas être traité selon les principes qui sont évoqués par Mackenzie. Donc, la première étape, c'est d'aller identifier les patients chez qui on pourra les traiter, chez qui on observera des phénomènes, ce phénomène de centralisation par exemple, qui nous dira oui, ce patient-là, on peut lui donner un traitement spécifique et on aura un résultat qui sera efficace. Donc c'est l'étape de classification, aller repérer chez les gens les caractéristiques qui leur permettent de nous dire que notre traitement sera efficace. Un des deuxièmes principes de la méthode Mackenzie, c'est que c'est patient-centré, c'est-à-dire que chez un tel, pour un même comportement de symptômes, un patient qui va centraliser par exemple avec de l'extension, chez qui il va y avoir besoin de faire de l'extension pour qu'il s'améliore, la stratégie de traitement elle peut être vraiment différente entre deux patients. Il y en a un qui a peut-être plus besoin d'extension, de mouvements répétés, d'autres plus de posture, d'autres plus de mouvements debout, d'autres plus de mouvements allongés. Il y en a qui pourra plus faire des mouvements 3 fois dans la journée, il y en a qui pourra le faire toutes les 2 fois dans la journée. Et tout ça, on s'adapte en fait en fonction du patient, du patient qu'on a en face. Et ça peut être par exemple lié à ses contraintes personnelles, lié à ses contraintes de travail, lié au comportement de ses symptômes, lié à ses peurs ou ses croyances. Il dit pour un patient qui est paniqué à l'idée de faire des extensions, on va peut-être y aller beaucoup plus soft et lui demander des mouvements d'abord de milieu d'amplitude pour le rassurer, pour après aller chercher des mouvements de fin d'amplitude. Et après tout le côté, on va dire management en fait, va s'adapter en fonction du patient qu'on a en face. Mais par contre, le principe de traitement, on saura
que ce patient-là, il a besoin d'aller en extension pour s'améliorer. Et enfin, le dernier truc, c'est éducation, autotraitement. Enfin, c'est deux choses qui vont un peu ensemble. On pourrait dire que c'est deux mots, mais moi, c'est deux mots que je colle ensemble parce que ça va vraiment l'un avec l'autre. Parce qu'il y a vraiment cette logique d'autonomiser le patient. La plupart des troubles musculo-squelettiques sont des troubles qui sont récurrents. Ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Disons que l'Institut Mackenzie, c'est un organisme de formation. Donc, c'est une boîte, c'est une entreprise à but lucratif. Donc, en France, en tout cas, c'est comme ça. À l'Institut international, c'est pareil, c'est une organisation qui est financée et donc c'est délicat pour eux de faire de la recherche. Il y aura un énorme conflit d'intérêts. Donc eux ne s'occupent que des cours, du côté pédagogique, organisation des cours et mise à jour du matériel pédagogique. Donc ça, c'est le rôle de l'Institut. À côté de ça, il y a d'autres. La recherche, elle se fait principalement. Les recherches qui ont été faites par des universitaires qui enseignent pour l'Institut Mackenzie ou qui ont été formés à la méthode. Mais généralement, ils essayent de séparer les deux et l'Institut ne finance rien du tout. Il y a un organisme de financement de recherche qui s'appelle l'IMDT-RF, donc International Mechanical Diagnosis and Therapy Research Foundation, qui est un fonds de recherche qui ne vit que sur des dons. Donc qui est indépendant, qui a un but non lucratif, qui ne reçoit aucun financement de la part de l'Institut international. Donc l'Institut international n'a pas leur filer du pognon. C'est sur la base de dons. Pareil, les différents instituts en nom propre ne peuvent pas donner d'argent. Par exemple, si les Français veulent donner de l'argent, c'est Gabor qui donne de l'argent en son nom, ou moi qui donne de l'argent en mon nom. Ça se base sur des dons. Et en fait, leur objectif, c'est d'obtenir puisqu'ils font des petites manifestations d'appel aux dons lors des conférences qu'il peut y avoir, et en fait ils essayent d'avoir une manne financière et vivre sur les intérêts et puis financer les projets de recherche sur la base des intérêts. Donc ils financent 4 projets de recherche par an à hauteur de 15 à 20 000 $ à peu près. Donc c'est pas beau, en recherche c'est rien du tout. Mais il y a ce fonds de recherche qui est là et qui peut aider à produire de la recherche, et il y a 4 productions qui sont payés par an par ce fonds de recherche-là, et qui est complètement indépendant de l'Institut. À un moment, il y a pas mal de gens qui ont pu peut-être se dire « Ouais, non, mais attends, ils se prennent pour qui Et là, il y a cette opposition qu'il peut y avoir entre evidence-based et plutôt les tenants de croyances ou de pseudo-scientifiques. Et comme Mackenzie, ça a été le tout début de ça, ça a été un des tout premiers en France, je pense, on a peut-être été attribué, on nous a peut-être collé cette image-là, que maintenant peuvent avoir plein d'autres gens. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Et après, il y a le côté, je pense qu'il y a le côté historiquement, le côté, je pense, grande gueule de Mackenzie est assez peut-être rude dans ces discussions qui, je pense, à l'international a dû laisser un peu de traces, mais en même temps, si c'était pas un mec avec une personnalité comme ça, je pense qu'il aurait jamais eu un truc qui se serait créé comme ça aussi. Donc ça a des bons côtés, ça a aussi des mauvais côtés. Et je pense qu'il y a un petit peu de ça. My name is Klaus. I'm a physiotherapist from Germany. Mon nom est Klaus, je suis un kinésithérapeute allemand. J'ai eu ma formation initiale en Allemagne, puis j'ai voyagé pour poursuivre mes études en Australie. J'ai été à l'université de Curtin en 2001 pour obtenir un master en thérapie manuelle. J'ai un diplôme en sciences du sport de l'université de Tübingen et j'ai aussi un doctorat de l'université de Ulm. Alors, basiquement, le concept Mulligan, c'est un concept de thérapie manuelle. Nous ne devons pas l'oublier, c'est de la thérapie manuelle. Tu touches des gens, tu mobilises des articulations, mais la spécificité ou les concepts clés du concept, c'est probablement la combinaison de mouvements accessoires passifs, comme des glissements, comme des rotations, des translations, ou des tractions, qui sont combinés avec des mouvements actifs réalisés par le patient. C'est probablement quelque chose qui est nouveau en thérapie manuelle, ou qui n'a jamais été fait par d'autres dinosaures de la kinésithérapie, comme Mackenzie, ou Maitland, ou Kaltenborn Agent. C'est probablement le point principal, la combinaison de mouvements passifs et de mouvements actifs. Peux-tu nous en dire plus concernant Brian Mulligan ?
et comment il découvrit les principes de son concept? Eh bien, Brian, c'est une super personne. Il est néo-zélandais, il habite à Wellington, il est sur le circuit de la kinésithérapie depuis déjà bien longtemps. Et du milieu des années 80 au milieu des années 90, il a découvert par chance, avec une patiente qui s'était fait une entorse au doigt en jouant au basket, il a découvert que la combinaison entre les mouvements accessoires passifs et les mouvements actifs fonctionnait mieux que toutes les autres formes de traitement qu'il avait connues jusqu'alors. Donc c'était là le départ du concept Mulligan, et c'est maintenant un concept qui est établi tout autour de la planète. Ces idées se sont diffusées partout dans le monde. Tu as parlé hier d'un acronyme qui a fait sens pour moi. Pourrais-tu l'expliquer? Il s'agit de l'acronyme PIL. Je trouve que ces 4 lettres résument beaucoup de choses. Alors, Brian Mulligan parle de PIL. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il croit que sa technique devrait être comme une pilule, comme un antalgique, comme une pilule antidouleur. Ces lettres représentent différentes choses. Le P est pour pain-free, c'est-à-dire sans douleur. Cela veut dire que la technique, lorsque tu l'appliques, devrait être indolore. Le I signifie changement instantané ou résultat instantané. Donc, si les techniques Mulligan sont indiquées, elles devraient fonctionner instantanément. Tu dois avoir un résultat immédiat. Et ça devrait arriver lorsque quelqu'un a un problème mécanique. Nous sommes capables de changer ce problème rapidement. Et le double L, c'est pour long lasting, dure longtemps, ce qui signifie que si on réalise la technique de manière appropriée, si on donne aux patients un exercice en autonomie et un autotraitement à la maison, alors on devrait avoir un effet qui dure longtemps. Pas seulement 1 heure ou 2, mais il devrait y avoir un effet qui dure 2 semaines ou 2 mois, ou plus longtemps encore. Je vous présente donc Robert Valentini, qui peut peut-être se présenter déjà. Ok, donc le nom vous le savez déjà, je suis d'origine française. Donc j'ai fait une partie de ma formation en France, une partie de ma formation en Belgique. Aujourd'hui je vis en Suisse italienne, je vis à Lugano, au Tessin, dans une très belle région, où il fait beau toute l'année presque. Pour faire simple, le concept Maitland, c'est, on va dire, une approche qui est très clinique. Maitland a commencé à travailler avec des gens comme Cyriac, avec des gens comme Kaltenborn, avec des gens comme Evient, des grands noms de la thérapie manuelle, qui étaient au départ des gens très orientés vers tout ce qui est anatomique, biomécanique, concept concave, convexe, etc., glissement, etc. Et c'est une approche qui n'a jamais beaucoup séduit Jeff Maitland, et qui s'est tourné beaucoup, très vite sur le clinique, donc sur l'évaluation du clinique, et il a mis en place comme ça, on va dire, ce qu'on appelle encore aujourd'hui le brick wall, le mur de briques, où il y a une division virtuelle entre les connaissances théoriques et cliniques. Et l'approche à l'époque était toujours une approche très théorique au niveau du traitement, pour l'élaboration d'un traitement. Son approche à lui a toujours été très clinique. Cette approche-là est, disons, plus réelle, puisqu'elle met le diagnostic dans un contexte clinique, et un diagnostic peut correspondre à plein de présentations, et comme un même diagnostic peut avoir plein de symptômes différents, plein d'handicaps différents, il a mis en avant vraiment la partie clinique. Et l'interrogatoire, déjà dès le départ, il a mis le point le plus important sur l'interrogatoire, parce qu'en fin de compte, ton patient, il te dit 99% des informations qui te servent pour traiter, c'est ton patient qui va tout te dire. La partie théorique, elle existe toujours, mais la partie théorique, elle est plus là pour mettre en évidence éventuellement des précautions par rapport à ton traitement, mais ça ne te donne pas d'informations par rapport à la mise en place d'un traitement qui est personnalisé, ciblé pour un patient précis. Ouais. Ça, c'est un peu la grande différence entre, disons, beaucoup de concepts qui, d'après, ont copié, c'est clair, Maitland, mais ça, c'est vraiment le point de départ et c'est la clé du concept. Prendre en compte, s'occuper du patient. Ouais, c'est vraiment s'occuper du patient et voir si les choses collent. Donc,
closer future fit, on dit en anglais, si les choses collent par rapport à ce qu'on a appris en théorie, mais c'est pas voir si la théorie s'adapte au patient, c'est si le patient peut coller par rapport à la théorie. Mais c'est vraiment partir à partir des informations cliniques. Ça, c'est le gros point par rapport aux autres concepts. Aujourd'hui, on parle de biopsychosocial, et Maitland a toujours parlé de biopsychosocial. Quand j'ai eu la chance de le voir travailler, j'ai eu la chance de faire des cours avec lui, c'était vraiment quelqu'un qui s'occupait de la personne. Ouais. Qui a un handicap, mais qui s'occupait de la personne, qui voulait savoir comment vivait cette personne, comment le handicap avait une influence sur sa vie privée, sociale, professionnelle, etc. Ouais. Et pas seulement voir la pathologie en tant que pathologie au niveau structurel. Tout à fait. Ouais. Ok. Et au niveau on va dire des grands principes, est-ce qu'il y a des principes particuliers dans ce concept qu'on ne retrouverait peut-être pas ailleurs, ou des choses qui sont vraiment singulières du concept ? Alors, le principe de base, c'est vraiment de faire un examen subjectif qui est très important. On passe beaucoup de temps, et déjà, quand il a commencé à travailler dans les années 55, 56. Déjà, c'était pour lui très important de faire un examen clinique. C'était déjà très important d'avoir un rapport écrit, d'écrire des informations. Le gros principe, c'est vraiment de se mettre dans la peau du patient. C'est-à-dire toutes les informations qu'il va chercher à récolter, c'est pour se mettre dans la peau du patient, c'est exprimer, interpréter ce que le patient va exprimer pour voir si ça peut correspondre à quelque chose. Mais c'est vraiment l'écoute du patient, ça c'est le gros principe. Et le gros principe, c'est de prouver cliniquement si ce qu'on met en place est correct. C'est-à-dire que le gros principe, c'est que tout part d'hypothèses. Okay, c'est-à-dire que tout ce qu'on met en place lors d'une première séance, c'est simplement une liste d'hypothèses. Alors, je pense que ça pourrait être un problème dû à une articulation, ça pourrait être un problème dû à un nerf, ça pourrait être un problème cervical ou d'épaule, etc. Ce sont des hypothèses qu'on crée, que ce soit sur l'origine des symptômes, des hypothèses qu'on crée sur le mécanisme de la douleur. Est-ce que c'est vraiment un problème structurel qu'on appelle aujourd'hui input, nociceptif périphérique ou nociceptif neurogène? Est-ce que c'est vraiment les tests qu'on fait habituellement, sont-ils appropriés pour ce patient? Donc il y a toute une liste d'élaboration d'hypothèses qu'on va par la suite essayer de confirmer. Et disons l'examen physique qui sert à aller de l'avant pour confirmer. Mais le principe de base aussi, un des grands principes, c'est de la confirmation de l'hypothèse finale. Ça sera seulement lorsque le traitement aura un effet bénéfique sur le symptôme, oui ou non. C'est-à-dire je pourrais confirmer toutes mes hypothèses que j'ai élaborées dans mon examen subjectif, que j'ai progressé à confirmer dans mon examen physique. Je pourrais seulement mettre vraiment une parole un nom sur le problème du patient lorsque mon traitement aura fonctionné, ce qu'on appelle la réévaluation. Et la réévaluation se fait à plein de niveaux. On a une réévaluation pendant une technique, donc on ne va pas faire une technique et attendre pour voir comment ça se passe. On réévalue pendant la technique, on réévalue à la fin d'une technique, on réévalue à la fin d'une séance. On réévalue quand le patient retourne au début d'une séance, on réévalue à la fin d'une autre séance, on réévalue après 3-4 fois pour voir si on est sur la bonne route, si ça colle par rapport aux attentes du patient, et on fait une réévaluation finale. Ouais. Et la réévaluation la plus importante, on a toujours des tests, ouais, mais on a aussi une partie subjective, la vie du patient. La réévaluation la plus importante, c'est comment se comporte le patient dans sa vie de tous les jours. Tu peux faire des tests qui ont des noms X, un straight leg raise, tu peux faire un slum, le patient n'a aucune idée de ce que c'est, mais lui, il a un problème, un handicap dans la vie de tous les jours, c'est ça qui va s'améliorer. Tes tests peuvent être meilleurs, ça n'intéresse pas le patient. Donc l'élément clé, c'est vraiment ce que nous raconte le patient, et ce que vit le patient, c'est ce qu'on appelle, si on peut dire, le biopsychosocial. Là, c'est peut-être presque plus psychosocial, mais dans l'handicap, s'il est résolu ou pas, ça c'est un des gros principes du concept. Pour le moment, nous étions surtout centrés sur un développement international, mais comme vous le savez, le métier de kinésithérapie s'est développé lors de la seconde moitié du XXe siècle, avec la fusion en France des masseurs et des gymnastes médicaux. Au départ, avec 2 années d'études, il y a eu un allongement des études jusqu'à atteindre aujourd'hui un parcours en 5 années avec l'obtention d'un niveau master. Je vous propose d'entendre 3 témoignages. Tout d'abord, Léopold Busquet, décédé aujourd'hui, qui aura connu le cursus en 2 ans et qui aura développé son concept, la méthode Busquet, ou des chaînes physiologiques à partir des philosophies de l'époque, notamment de l'influence de Madame Mézières. Gilles Barrette, qui aura été témoin et artisan du changement de paradigme, de la pratique clinique, empirique, aux prémices de la recherche scientifique, vers la pratique BP. Enfin,
Alexandre Kubicki, actuel responsable de la filière kiné à l'IFMS de Montbéliard, nous dressera l'évolution de la dernière mouture des études. Je me présente dans Léopold Busquet, quelqu'un qui est comme un professionnel avec beaucoup d'années, puisque j'ai dépassé les 50 ans. J'ai été diplômé en 1968 avec un diplôme. La fameuse année 68. Fameuse année 68, on est passé en septembre. Ça a été donc décalé à cause des événements. Et c'était le cycle qui s'est terminé où on avait une formation sur seulement 2 années. Quand je suis sorti après ces manifestations, je me suis rendu compte que ma formation avait été extrêmement inconstante, incomplète, et que pour gérer une patientèle, pour avoir une relation de compétence, j'étais quand même assez démuni. Donc on peut dire que la chance que j'ai eue, c'est de réaliser que mon travail commençait, qu'il me fallait continuer à étudier. Et chose très importante dans ce siècle passé, c'est qu'il y avait dans les provinces, dans ce pays de campagne, de proximité avec la nature, il y avait des rebouteux. Donc le rebouteux, on peut le voir avec un côté un petit peu critique, mais moi qui les ai approchés, ce sont des gens de la nature, des gens simples, des fois même des paysans, ou des gens qui, par une tradition, on leur avait appris certains trucs, et ils les récitaient. Certains faisaient bien des choses, mais c'était toujours localisé, c'était spécialité sur une cheville comme ça. Et ensuite, ça a été de m'investir dans des études. Donc très vite, dès qu'une école d'ostéopathie s'est ouverte, donc c'était dans les années 73, 14 comme ça. Et donc j'ai commencé mes études là, et ça a été une découverte, c'est-à-dire toute l'approche qui était plus structurelle, plus articulaire, et qui sur un jeune présentait un intérêt assez évident. Et puis ces études qui se prolongeaient, j'ai eu la chance, mais dans ma vie j'ai beaucoup de chance, de rencontrer une femme qui était énorme, c'est-à-dire une petite femme d'1,55 m peut-être, mais qui était quelqu'un de génial, c'était Mademoiselle Mézières. Mademoiselle Mézières, qui avait une conviction, une passion, était une praticienne, avait tout ce côté artisanal, noble, de qualitatif dans ses traitements. Et j'ai eu la chance, donc, comme elle enseignait avec Philippe Souchard près de Pau, j'ai fait ma formation dans les années 76 ou 77 chez elle. Et dans cette période-là, donc dans les années 50, puisqu'elle travaillait dans ces années-là, la profession était une profession qui était issue des gymnastes médicaux, qui avaient été donc intégrés à la kinésithérapie. C'était une nouvelle profession, et cette nouvelle profession qui avait pour définition le traitement par le mouvement, d'où kinésithérapie, avait cette priorité de renforcer. Et il y avait par exemple le docteur de Sambucy qui parlait justement de cette culture physique, il parlait de ce renforcement. Donc c'était basé là-dessus. Et pendant qu'on était dans ces études d'ostéopathie, vers la fin, quand j'avais fait du Mézières, il y a le livre de Madame Streuf qui est sorti. Et le livre de Madame Streuf, c'est elle. Alors autant Madame Mézières part de la chaîne postérieure, c'est elle qui a initié ça. Qui en a parlé, ouais. Ensuite, Madame Streuf a proposé une cartographie de chaîne qui était très séduisante, avec des schémas qui étaient très élégants comme une femme peut l'être, qui étaient très esthétiques et qui donc sont toujours très visuellement présents dans nos revues. Et elle proposait un autre canevas de chaînes. Et quand j'ai vu ça, avec la promotion des Méziéristes, on a dit oh, ça y est, elle a trouvé quelque chose qui amplifie le message de Mézières, donc toujours en étant constructif, et ce n'est pas de critiquer, ça amplifie, et elle ajoute des chaînes antérieures, et avec une certaine méthode de postéromédiane, postérolatérale, antéromédiane, antérolatérale. Bon. Donc je me considère comme un artisan qui, à un certain moment, a une expérience. Cette expérience, pendant les cours, tu l'exprimes. Pour l'exprimer, il faut préparer des supports de cours, et quand tu l'as exprimé en cours,
tu as des idées, tu as une cohérence qui s'affine, et après tu te dis, je suis prêt pour faire une écriture. Et l'écriture, c'est un monde de méditation, c'est une méditation éveillée, c'est une méditation dans le sens de concentration, où tu rentres à l'écriture, et même le geste de l'écriture. Ça, c'est une remarque que je fais. Tout le monde va sur des ordinateurs, alors que quand tu écris avec un stylo, que tu fais ces lettres rondes, j'ai eu, quand j'étais jeune à l'école, les pleins, les déliés, et avec les plumes majeures et des choses comme ça. Bon, il y a toute une gestuelle. Donc ça quand l'idée que tu as, tu l'écris et tu as la gestuelle de la main, ça anoblit. Tu rentres dans le mot, tu vis la vibration du mot. Donc, le fait d'écrire te fait faire des synthèses, te fait faire comme un puzzle qui se rassemble et tu as une espèce de transparence qui s'installe. Donc, tu as une synergie entre ce que tu fais en cabinet, donc le faire, le savoir dire, et après le savoir écrire. Et donc, tout ça se nourrit. Maintenant, les jeunes qui sortent des écoles de kinésithérapie ont des formations qui sont très complètes, qui sont très bien faites. C'est vraiment ça, c'est des formations qui sont bien. On les a même formés pour être préparés à la recherche scientifique. Donc vraiment, on a là des générations qui devraient nous faire progresser. Mais si je reviens en arrière, je me dis, mais tu as bien fait de donner priorité à ta recherche, à ton savoir-faire, à ta pratique de cabinet, à ton contact avec les patients. Parce que si chaque fois que j'avais voulu aller dans des domaines qui n'étaient pas connus, et Dieu sait si je propose des choses différentes, si j'avais dû attendre des expériences scientifiques pour confirmer que dire, avant d'avancer un pas, j'attends de savoir si des expériences le permettent, je n'aurais pas fait le millième du chemin que j'ai fait. Mon nom Gilles Barrette. Je suis kinésithérapeute depuis un certain temps, puisque cette année, c'est le 40e anniversaire de mon obtention du diplôme d'État, quasiment au jour près, puisque c'était en juin 1977 et on est en fin juin 2017, donc ça fait 40 ans que je suis kiné. Et du coup, à l'époque, l'image du kiné au niveau je sais pas, national, au niveau de la population, au niveau l'image du kiné au niveau de la population a toujours été bonne, mais à l'époque, la définition de notre profession, nous étions des auxiliaires de médecine. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a énormément changé la vision du kiné aujourd'hui. Et heureusement, le kiné est en train de devenir une profession, un professionnel indépendant. Mais au départ, nous étions des auxiliaires. Aujourd'hui, les kinés qui vont sortir des écoles avec le nouveau diplôme, on peut penser qu'ils auront la formation qui va bien, mais tous les kinés dont moi je fais partie et qui sont sortis depuis des années n'ont pas été formés à recevoir les patients en première intention. Donc il y a toute une formation qui est à mettre en place pour pouvoir la réaliser. Le kiné qui travaille à son rythme et à sa manière dans son cabinet, il n'a pas l'habitude de recevoir en première intention. Donc il faut qu'il soit formé, qu'il soit capable de faire un triage des patients, est-ce qu'il peut le prendre ou pas le prendre. Et ça, c'est quelque chose qui reste à faire. Et puis certains ne souhaiteront peut-être pas faire du triage et recevoir les gens en première intention. Il faut changer. Alors les personnages qui ont marqué mon parcours, la première personne, à tout seigneur, tout honneur, la première personne que j'ai rencontrée qui a franchement influencé ce que j'ai fait, ce que je suis devenu, c'est Gilles Péninou. Parce que je l'ai rencontré en 1978 pendant mon service militaire et on a travaillé ensemble jusqu'en 1998. Juste pour ceux qui ne connaissent pas qui c'était. Gilles Péninou, je pense que beaucoup le connaissent, ne serait-ce qu'au travers du livre, c'est quand même la personne qui est à l'origine de tout ce qui est technique de levée de tension musculo-aponévrotique, sur lesquelles après on a travaillé ensemble, mais c'est lui qui est à l'origine, je dois avoir même l'article initial quelque part chez moi, de démarrage. Donc Gilles Péninou, première personne que j'ai rencontrée, bon très vite, grâce à lui, j'ai rencontré Michel Dufour, donc deux personnages, et j'ai tout de suite été pris dans une espèce de tourbillon avec Gérard Piron, avec Eric Viel, j'ai croisé Boris Dolto, Françoise Dolto, voilà, donc au bout d'un moment on est pris... T'as connu Françoise Mézières ou pas? Non, Françoise Mézières, je l'ai pas, je la connaissais de nom. Quand est-ce qu'elle est décédée je me souviens, ça fait déjà un moment, mais je me souviens plus. Mais non, je la connaissais de nom. C'était la grande époque entre la guéguerre entre le kiné classique et le méziériste. C'était très bien débrouillé d'ailleurs pour faire reconnaître. Tout à fait. Non, c'était. Mais je crois que
cette période des années 80-90, c'était une période de fourmillement, d'ébullition de la profession. Avec Péninou, avec Dufour, on a commencé à monter les premières formations avec les kinés. Avec Gérard Piron, on avait commencé à Saint-Maurice. Et en fait, c'était vraiment, on sentait que la profession était en pleine croissance. Et en fait, je pense qu'on a créé les fondations de ce qu'on voit aujourd'hui éclore. Modestement, hein, le but, aujourd'hui, il y a 30 ans, je ne pouvais pas imaginer ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais il y a 30 ans, oui, effectivement, on a créé les choses comme ça. Et alors, le centre d'échange, enfin, le souvenir que j'en ai, pour moi, c'était l'école de cadre de Bois-Laris. Où à Bois-Laris, en fait, j'ai croisé Hélène Maheu, qui venait nous enseigner les techniques de Maitland. Mais ça c'était dans les années 80. Mais on a eu une certaine perception. Mais la kinésithérapie française, elle a été pendant très longtemps, et peut-être je me trompe peut-être, mais on a été pendant très longtemps franco-français. Ouais, c'est ça. On est resté. Alors, il y a eu un choix qui a été fait aussi. On a choisi en France, la kiné s'est engagée dans l'ostéopathie. Et c'est vrai que quand on sortait de l'école de kiné, la formation qu'on avait reçue était quand même à l'époque un peu pauvre. Hein. Il faut imaginer qu'on rééduquait les lombalgies en syphose, c'est la méthode Charrière. On ne savait pas grand-chose. Et souvent, on se précipitait en ostéopathie pour performer nos connaissances. Et quand on regarde le premier livre qui a été écrit par Péninou, Dufour et Piron sur kinésithérapie active-passive, tome 1, tome 2, que beaucoup ont vu, les plus anciens. Flammarion, c'est ça. Hein. Flammarion, si on appelait les Flammarions. Énormément des techniques qu'on a développées dans ce livre étaient issues des techniques de thérapie manuelle ou ostéopathie. On a connu Ménel, on a connu... Je pense que c'était une recherche de technicité. Enfin, il y avait un genre de manque de technique. Comme si on voulait enrichir un catalogue technique, c'était un problème de raisonnement. Non, je pense qu'au départ, il y avait du raisonnement, mais on a été dans un enrichissement des techniques. Je pense qu'au début, ce qu'on a développé, c'est la boîte à outils. Et aujourd'hui, on est en train de développer la partie raisonnement. Au niveau des techniques, elles existent. Tu t'évoquais Maitland, tu évoquais Mulligan, Mackenzie, c'est des périodes qu'on utilise aujourd'hui, mais on avait nos techniques à nous. Mais on a... améliorer les techniques. Je me souviens de l'époque où Vial nous a ramené des États-Unis la méthode Kabat. On a connu la méthode Bobat. Tout ça, ça fait rigoler les jeunes qui se disent ouais bon, ça c'est dépassé. Mais à l'époque, pour nous, c'était novateur. Bien sûr. On sortait du travail analytique pour rentrer dans un travail beaucoup plus global. On était dans une approche beaucoup plus globale du patient. C'était ça la révolution. Mais il nous a fallu les techniques. On n'avait pas les techniques. Et t'évoquais Bois-Laris, c'est que pareil, c'est quelque chose quand on dit... de diplôme de cadre de santé de kinésithérapie pour devenir des cadres de santé généralistes, où les études de cadre se faisaient avec les infirmières et les orthophonistes. Donc, j'ai rien contre cette population de professionnels, mais je pense que le métier d'un infirmier n'est pas celui d'un kiné. Et on avait une authenticité et une particularité à Bois-Laris, c'était on formait des kinés qui formaient d'autres kinés. Et on était dans l'idée de l'enseignement, pas d'être dans l'idée d'un cadre hospitalier. Il y en a qui sont devenus cadres hospitaliers et qui le sont encore pour certains, et ça se passe très bien. Mais on était vraiment des enseignants-chercheurs. Il y avait quelques organismes de formation continue, bien évidemment, mais c'est pas pléthore comme aujourd'hui. Parce que il n'y avait pas le FIFPL, il n'y avait pas le DPC. Il faut imaginer, pour les gens qui t'écoutent et qui nous écoutent, c'est que quand on se formait, on le payait de nos propres deniers et on n'avait aucun avantage, à part l'avantage fiscal. Il n'y avait pas du tout d'obligation de formation. D'ailleurs, moi qui ai fait de la formation, en gros, à partir de 1986-87 à l'EFOM, quand on a monté les formations à l'EFOM, et qui continue à en faire aujourd'hui, au départ, on voyait toujours les mêmes. Ah, c'est ça, c'est un... C'était les gens qui avaient soif d'améliorer leurs connaissances, leurs techniques, et on les voyait. Alors, ils faisaient toutes les formations de l'EFOM, ils allaient faire pour certains celles de Saint-Maurice, mais comme on enseignait à la fois à l'EFOM à Saint-Maurice, ils nous retrouvaient forcément. Donc, voilà, mais c'était les gens qui étaient passionnés. Donc, je pense que c'était une grande époque. C'est pas que celle d'aujourd'hui est moins grande, hein, c'est pas ce que je veux dire. On va pas sortir la phrase classique, on est des nains assis sur les épaules de géants, mais parce que celle-là, bon, ça va, tout le monde la connaît, mais un geste, ça se transmet d'autant plus facilement qu'on le pratique. Moi, il y a des choses que je n'aurais jamais enseignées, parce que, par exemple, la kiné respiratoire ou la rééducation en cardiologie, ça m'a jamais passionné.
Et j'aurais jamais pu l'enseigner sans savoir. Moi, mes spécialités, c'est plutôt tout ce qui est rhumato-traumato. Là, ça va, et je le pratique. J'ai toujours mes patients. Et la seule fois où je me suis dit, bon, j'arrête de voir des patients, au bout de 3 semaines, ça me manquait, et puis au bout d'1 mois, j'étais reparti avec des patients. Parce que on transmet ce qu'on connaît bien. Et si le geste, il est plus pratiqué, bah, il finit par s'étioler et puis perdre de sa qualité. Il y a une phrase qui est classique, ce que tu fais, te fait. Donc, j'ai jamais compris comment on pouvait arrêter de pratiquer pour enseigner. Mais ça n'engage pas. Alexandre Kowicki, je suis responsable de la filière masseur-kiné ici depuis sa création l'année dernière. Et avant cela, donc diplômé de kiné en 2006. Et ayant suivi un parcours universitaire avec master et doctorat dans la section CNU 74, c'est-à-dire STAPS, Sciences et techniques des activités physiques et sportives. Je peux tenter d'expliquer ce qui a amené à une réforme, même si en tant que jeune diplômé de 2006, hein, donc je ne suis pas très ancien dans la profession, je ne peux pas non plus avoir un regard très antérieur par rapport à ce qui a motivé cette réforme. Néanmoins, tout le monde est d'accord pour dire que le programme 89 avait fait son temps largement, et tout le monde était d'accord pour en changer depuis une bonne quinzaine d'années. Voilà. Parce qu'il reléguait véritablement encore trop, même si ce n'était pas la première version des études, hein, c'était déjà, je crois, la 3e ou la 4e. Il reléguait vraiment le kiné au rôle d'auxiliaire médical, dans lequel il devait être capable d'effectuer des techniques sur prescription médicale point barre. Donc il y avait vraiment de la motivation dans la mise en place de cette réforme pour rejoindre un certain nombre d'évolutions à la fois françaises, et là il y a eu de l'influence véritablement du monde des autres paramédicaux comme les infirmières, hein, qui ont beaucoup influencé quand même la réforme de 2015, mais également et surtout, j'allais dire, de la part de notre profession, une volonté d'évoluer vers les pratiques anglo-saxonnes et vers la physiothérapie telle qu'on l'imagine et qu'on l'entend aujourd'hui, avec probablement une marge d'autonomie pour le physiothérapeute bien plus importante, et donc une pratique d'autant plus stimulante et intéressante, avec des responsabilités augmentées. Effectivement, si on est dans une logique comptable, on peut se dire qu'il y a seulement une augmentation d'une année d'études et pas beaucoup de volume horaire supplémentaire en termes d'heures de cours en présentiel. Mais il faut voir les choses de manière un peu plus globale, c'est une réforme d'universitarisation. Ça veut dire qu'on est censé passer d'une logique de formation quasi hospitalière, les écoles hospitalières, les écoles en tout cas très professionnalisantes, j'allais dire uniquement professionnalisantes, à un modèle universitaire tout en restant professionnalisant. C'est en tout cas l'idée de cette réforme, c'est qu'on arrive à former des jeunes qui soient autonomes dans leur travail, capables de remettre en cause systématiquement leur pratique, en utilisant la méthodologie scientifique pour être capables d'actualiser leur pratique, mais tout en ayant dès la sortie un niveau de technique et aussi de capacité dans la relation soignant-soigné au top, comme ça doit être le cas dans une école professionnalisante. Donc on a à la fois la nécessité de garder le haut niveau technique et dans la relation humaine, et à la fois besoin d'aller vers la méthodologie scientifique. Et ça fait beaucoup, et ça justifie largement une année supplémentaire, et la mise en place d'un certain nombre d'unités d'enseignement qui n'existaient pas auparavant. Donc si je comprends bien, il y a des unités d'enseignement et les compétences sont comprises dans ces unités d'enseignement-là. Voilà. Et c'est là qu'on a du mal à s'y retrouver, je suis bien d'accord avec toi, parce que d'abord, quand on n'a pas trop l'habitude de la formation, il faut comprendre cette maquette d'unités d'enseignement, et par là-dessus, envisager que ces unités d'enseignement doivent être faites en tenant compte du développement des 11 compétences. Ouais, c'est ça. Et là, on rentre dans une usine à gaz. Donc, moi, je donne plutôt, ici en tout cas, la vision aux étudiants, j'espère, de ce que sont ces compétences, et du fait qu'ils doivent les travailler pour les atteindre, et que les unités d'enseignement sont ressources pour réussir à atteindre ces compétences. Aux tuteurs, d'abord j'essaye de ne pas les faire rentrer dans une usine à gaz trop difficile, et je leur dis plutôt que l'étudiant va arriver avec un certain nombre de compétences à développer,
et que c'est à lui d'identifier les moyens nécessaires pour y parvenir. D'accord. Le tuteur, on ne peut pas lui demander d'être un expert au jour d'aujourd'hui de ses compétences. Il n'a pas eu cette formation-là, donc même si des formations de tuteurs sont prêtes et vont être mises en place très, très vite, je souhaite que ce soit des formations spécifiques d'IFMK, puisque dans ces regroupements paramédicaux, on est susceptible de voir des choses parfois un peu dérangeantes à mes yeux, c'est-à-dire des formations de tuteurs faites par d'autres corps de métier. Oui, je comprends. Et on a beaucoup de vocabulaire commun, d'accord, mais on n'a pas la même profession. Donc on a quand même des choses, notamment autour de ces situations, qui peuvent être faites de manière assez intéressante pour des kinés, à partir du moment où on peut aussi discuter du fond du problème kinésithérapique du patient, quoi. Voilà. Donc au départ, l'université, qu'est-ce qu'elle apporte et comment on voit ce changement. L'article 1 du texte du 2 septembre 2015, c'est « Vous devez conventionner avec une université ». C'est ça l'universitarisation. Ça veut dire qu'ici, on est à Montbéliard, on doit conventionner avec l'université Bourgogne-Franche-Comté, mais en pratique, c'est Franche-Comté surtout pour le moment. Et cette université a pour mission d'accepter d'universitariser les formations paramédicales, et en particulier la kinésithérapie, pour nous aider à aller vers un enseignement evidence-based practice. Okay, en gros, l'idée, c'est de pouvoir nous aider à avoir la méthodologie scientifique et à nous aider d'atteindre un niveau master. Pourquoi un niveau master? Parce que les étudiants qui viennent chez nous doivent passer par une première année universitaire. En grande majorité, et le texte l'impose, cette sélection doit se faire à plus de 50% en PACES, première année commune aux études de santé. Donc les étudiants passent par médecine en gros pour pouvoir nous rejoindre. Ils peuvent aussi passer par STAPS, par sciences de la vie, mais à 49% maximum. Voilà. Une fois que ces étudiants nous ont rejoints, ils arrivent en deuxième année de licence, mais chez nous ça s'appelle la K1. Et notre texte impose que ça s'appelle la K1, semestre 1, semestre 2. D'accord ? Donc, on se retrouve à sortir des étudiants au bout d'une 4e année d'institut, qui ont fini leur S8, leur semestre 8, après 4 ans d'études, mais qui vont pouvoir cumuler leur première année d'études, qu'ils avaient fait à la fac, et donc ajouter 2 semestres à leurs 8 semestres d'école, ce qui fait 10 semestres et un niveau master. Mais je suis d'accord que c'est pas simple, on nous considère à 4 plus 1, et pas à 5. Voilà. Donc, le niveau master, est-ce qu'on l'aura vraiment? Est-ce qu'il sera un vrai diplôme de master? La réponse en 2018-2019, puisque ce seront les premiers diplômés. En attendant, les IFMK conventionnent avec les universités en mettant toutes les chances de leur côté pour que leurs étudiants sortent avec un vrai master. L'idée, le rapport IGAS de cet été est très clair là-dessus, c'est que ces étudiants puissent aller, s'ils le souhaitent, en doctorat. D'accord, directement. Voilà. L'idée, c'est donc aussi qu'il y ait quelque part une section CNU qui nous accueille pour pouvoir faire des doctorats. Et très probablement, j'imagine que ce sera une sous-section plutôt liée à la fac de médecine, même si moi je suis, en tant que chercheur en STAPS d'ailleurs, convaincu de l'intérêt d'une vision de la recherche en kinésithérapie par la médecine physique certes, mais aussi par les sciences et techniques des activités physiques et sportives. Mais bon, ça c'est un autre débat. L'idée c'est quand même qu'au bout de nos 5 ans d'études, nos étudiants puissent, s'ils le souhaitent, continuer en doctorat. Et pour les autres, c'est un atout aussi non négligeable. Ceux qui veulent rester uniquement dans une activité de praticien, c'est un atout aussi puisqu'ils auront une mobilité européenne beaucoup plus importante a priori. Pour finir, je ne pouvais terminer cet épisode sans évoquer l'ostéopathie évidemment et la thérapie manuelle orthopédique qui sont 2 formes d'exercice qui coexistent dans notre paysage français. Qui de mieux que Laurent Fabre pour parler de l'ostéopathie et Thomas Osinski ainsi que Sophie Taillefer pour parler de la TMO que je porte si grand dans mon cœur. Alors moi je suis ostéopathe. Alors, ma définition, c'est compliqué, tout le monde donne sa définition, il n'y en a pas en fait, je pense. Je vais prendre celle, je vais en prendre une qui ressemble un peu à
à celle qui est donnée sur le site de l'UCO, qui est la fac d'ostéopathie à Londres, qui, pour moi, c'est une thérapie manuelle déjà, de première intention, ça c'est important parce que ça change beaucoup, centrée sur la personne, voilà, et qui va permettre d'aider les patients à s'adapter, à faire au mieux en fonction des circonstances de leur vie qui changent pour pouvoir mieux vivre. Voilà. C'est un peu compliqué parce qu'en France, il n'y a pas de formation universitaire comme dans d'autres pays. Et en fonction des formations initiales, parce qu'il faut revenir à la formation initiale pour comprendre un peu les courants, il y a des formations initiales qui sont EBP et qui sont à jour au niveau des modèles et qui sont sur une analyse critique et qui réévaluent les modèles par rapport aux vieux modèles en fait. Et ça se voit pas qu'en France, hein, ça se voit un peu partout dans le monde, mais dans les pays où la formation est académique, et les modèles sont plus souvent mis à jour et il y a de moins en moins de courants, on va dire, ésotériques. Et après, entre les modèles, les courants qui suivent l'évidence-based médecine et les courants qui suivent plutôt le côté ésotérique, il va y avoir un panel d'ostéo au milieu, en fait. Donc en fait, c'est difficile de voir c'est vraiment du gris, en fait. Il n'y a pas noir et blanc, en fait, dans le... Comme peut-être en kiné aussi, hein, probablement. Oui, donc voilà, les différents courants, je dirais qu'il y a un courant EBP, et puis il y a un courant ésotérique, et puis après, au milieu, il y a ceux qui font un peu au milieu. Voilà. Dans les écoles qui ont reçu le statut d'université et de faculté, tu regardes leur niveau d'enseignement, par exemple, ils font encore un peu de crânien, mais c'est relégué au terme de techniques historiques. Et il y a beaucoup moins de toutes ces techniques ésotériques. Alors que dans les écoles qui ne sont pas à l'université, ils ont conservé des programmes de crânien très importants, enfin des programmes je vais dire crânien, je ne devrais pas dire crânien, mais toutes les techniques qui ne font pas, où il y a une absence de preuves, ou alors il y a des preuves que ça ne fonctionne pas, et ils les ont relégués au second rang en fait. Et ils mettent l'importance sur la communication, sur le modèle biopsychosocial et sur tout ça en fait. Parce qu'on est peu en fait d'ostéo, comme vous êtes peu de kinés à être BP, à être au courant de tout ce qui se passe en ce moment en fait. Moi j'ai bossé dans un cabinet où le kiné qui était à côté de chez moi, c'était un salarié de la Sécu, c'était Madame Bourrin, on arrive au bout de vos 20 séances. Il mettait sa patiente sur le dos, il lui massait le dos et puis il joue au sudoku de l'autre main en ce moment, en même temps sur son iPhone, quoi. Pour ceux qui aiment polémiquer, moi je suis pas fan de polémique sur ce genre de sujet. J'aime tout le monde. Je pense que c'est de dire le problème, c'est qu'on est en train de définir des professions, ostéo, kiné, kiné-ostéo, et en fait, je pense qu'il faut plutôt parler en termes de compétences plutôt qu'en termes de profession. Parce que si on se situe au niveau du patient, c'est le plus important. Pour gérer la douleur, je pense qu'on partage les mêmes compétences. C'est juste une façon un peu différente de le faire. Enfin, on parfume nos... Après, on peut partir dans la philosophie, en fait. C'est juste une philosophie entre biomédical et biopsychosocial. Mais pour moi, en termes de compétences, on a les mêmes compétences en gestion de douleur. D'accord. La seule différence, c'est qu'on n'a pas la même modalité, puisque vous pouvez voir les gens toutes les semaines. Oui, c'est vrai. Vous avez des sessions d'une demi-heure. Et nous, on a des sessions pas d'une demi-heure et on ne peut pas faire revenir les gens 10 fois. Donc, on doit débloquer la situation différemment. C'est peut-être la différence que je verrais entre kiné et ostéo. C'est sûr. Quand je discute avec mes potes kinés, on se dit oui. Et quand mes potes kinés me disent putain, j'avais pas ça. J'imaginais que les ostéos c'était autre chose. Moi j'imaginais avant que les kinés c'était autre chose, jusqu'à ce que je rencontre des kinés qui lisent les mêmes articles, qui suivent les mêmes modèles et finalement, en fait, à la fin, on arrive à s'entendre sur les modalités de travail et sur les compétences communes et les différentes compétences. Alors, moi, Thomas Odnon, je suis kiné, sorti de l'EFOM en 2009, formé principalement en continu sur l'aspect musculo-squelettique. Pour avoir vu les trois, celui dont j'ai moins vu, c'est comme les orthopédiques, j'ai fait que le niveau 1. Et il y a des différences de raisonnement philosophique avec certains plutôt
à chercher une structure ou une génération. On ferait Cyriax par exemple. Ouais, plutôt ça, ouais. Vu que Cyriax a introduit le diagnostic différentiel, donc il y a cette idée-là. Vu que ton tissu répond différemment en fonction de ce qu'il est, ça peut s'entendre. Il y a des raisonnements plus pragmatiques, on va dire ça, de modulation de symptômes, comme on peut avoir un peu dans le Maitland ou dans le Mulligan, où on ne cherche pas forcément à donner de nom derrière, mais on cherche à changer le symptôme. On se fait la clinique plus que la structure. Oui, on va dire ça comme ça. Et voilà. Et la division orthopédique qui faisait un mélange un peu de tout dans mon souvenir, mais aussi avec une approche assez dérivée de ce qu'est Maitland et des approches aller chercher un peu partout dans le cadran, ce qui peut dans la clinique justifier, moduler et aller voir. Donc c'est un peu, si je veux être hyper réducteur, c'est un peu dans chaque pays ils font un peu leur popote entre le culturel, l'historique et l'évidence, et ils essaient de créer en respectant un raisonnement clinique commun. Pas que je sache. D'accord. Pas que je sache. J'ai pas une vision assez claire de tous les fonctionnements des MO. Il y a dans les organismes de formation une philosophie de base. Après, il y a plusieurs organismes en général dans les différents pays. Quelques rares exceptions, mais il y a un seul organisme de formation. Mais les organisations membres, en général, autant que je sache, ne prennent pas parti pour une façon de penser. Tout le monde, en fait, dans ce qui est demandé, en profession de foi, tout le monde dit le raisonnement clinique. Mais le raisonnement clinique est quelque chose d'extrêmement vaste et avec plein de définitions un peu partout. Donc tout le monde promeut ça. Après, chacun va aller chercher ce qui lui semble le plus facile à comprendre, à intégrer, en sachant que très rapidement, à différents degrés, les choses se retrouvent parce que les évidences montrent que on peut avoir un traitement un peu différencié sur la structure parce que ça répond différemment, mais que souvent les critères de jugement qu'on utilise ne savent pas bien définir la modalité. C'est ce qui a été fait sur les manipulations avec les règles de prédiction clinique, où on se rend compte qu'en fin de compte, la manipulation aide aussi bien les gens qu'on mobilise. Tout à une époque avec les contrôles moteurs, est-ce qu'il fallait être très spécifique ou pas spécifique, quand on compare les deux reviennent au même. Donc ça va être des chemins différés pour au final remettre la personne en contrainte, la remettre en fonction. Donc ça, voilà. Au final, je pense que tout le monde peut se retrouver là-dedans avec les évidences où on veut remettre la personne en fonction. Choisis le chemin que tu veux, mais va dans ce sens-là, éduque-la. Alors bon, donc moi je m'appelle Sophie Taillefer, je suis kiné dans la région proche de Bordeaux. Alors la thérapie manuelle orthopédique, si je reprends, moi je trouve que la définition quand même de l'IFOMT est tout à fait cohérente. Alors pour moi, si je devais simplifier, et quand j'en parle autour de moi, c'est de la kinésithérapie. Donc c'est basé sur l'épreuve, ça utilise différentes techniques d'éducation, de thérapie manuelle, des exercices thérapeutiques. C'est vraiment de la kinésithérapie appliquée au champ du musculo-squelettique. Ça prend en compte les composantes biopsychosociales de chaque patient et c'est rien d'autre que de la kiné. Il n'y a pas de... Alors c'est sûr qu'on a il y a souvent les cursus de formation incluent pas mal d'apprentissage de techniques de thérapie manuelle. Et ça prend du temps, parce que ça demande des compétences. Alors, je ne sais pas si on en reviendra après, mais c'est vrai que des fois, c'est critiqué pour certains programmes qu'il y a beaucoup de notions de biomécanique et qu'il y a beaucoup d'accents qui portaient sur la thérapie manuelle, mais en même temps, ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans un cursus initial. Et ça prend du temps, finalement, de créer des compétences... élevées en thérapie manuelle. En fait, un fellow, quelqu'un qui termine un cursus en thérapie manuelle orthopédique, ça doit être un expert dans le musculo-squelettique et notamment dans le champ manuel. Il doit être capable de faire des manipulations en sécurité et pour ça, ça demande un petit peu de temps et d'apprentissage. L'IFOMT a été créé en 1977, si je ne me trompe pas. Et nous, ça fait à peu près une dizaine d'années, je pense, ou un peu plus. Moi, je faisais partie des premières promotions vraiment où les programmes ont été importés en France. Et finalement, on a eu la chance d'avoir plusieurs philosophies qui sont arrivées en même temps, plusieurs programmes qui sont arrivés en même temps. Et je pense que c'est pour ça qu'on a cette diversité, peut-être plus que dans certains pays. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas trop
dans tous les pays, mais c'est vrai que je crois qu'il y a plus, il y a plus de composantes Maitland en Suisse, parce que ces pays-là se sont construits avant, ils avaient, au niveau historique, je pense qu'il y avait un concepteur qui était un petit peu plus présent à ce moment-là. On parle de l'acronyme de TMO d'IFOMT, et en fait, moi je me rends compte dans ma pratique que quand je parle en cours de l'IFOMT à des kinés, qu'ils soient jeunes ou vieux, en fait il y a très très peu de gens qui savent ce que c'est. Alors, donc si on prend un petit schéma, tout en haut il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donc ça je pense que tout le monde connaît. Ensuite, la World Physiotherapy, donc c'est la Confédération internationale des kinésithérapeutes. Et le sous-groupe de la World Physio qui est appliqué au champ musculo-squelettique, c'est l'IFOMT. L'OMT France représente la France à l'IFOMT. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Dans le prochain épisode de GMK, nous reviendrons sur les atteintes musculo-squelettiques avec des spécialistes qui nous parleront de leur champ d'expertise. Restez connectés et rendez-vous dans l'épisode 5.2.